Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Louis-Philippe Brûlé. Une nouvelle étude publiée aujourd'hui par Emma Québec nous indique que plus d'un Québécois sur 4 a contracté la COVID pendant l'hiver. C'est un des sujets qu'on va aborder aujourd'hui avec Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut Patrick. Salut LP. Plus précisément, on parle de 27,8 % des adultes du Québec qui ont attrapé la COVID entre décembre et mars dernier. On n'est pas surpris. En fait, je suis un peu surpris. J'aurais même pensé, Patrick, que c'était plus que ça. Oui. En fait, il y a encore une étude justement avec Emma Québec qui va se faire présentement pour vérifier justement l'impact de Omicron BA2. Donc, on s'attend à ce que ça monte au-delà de 30 %. Mais l'étude qui a été faite de décembre à mars dernier, c'était vraiment sur 1600 donneurs de sang. Et on vérifiait pour la présence de protéines du virus. Et là, je vais faire juste une petite... pas une correction, mais une précision, c'est que si tout le monde a reçu le vaccin, on ne peut pas juste regarder le nombre d'anticorps chez les patients, parce que tout le monde ou presque serait positif. Donc, exact. Ce qu'on a fait chez Emma Québec, c'est qu'on a vérifié pour la présence d'anticorps, mais pas contre la protéine S contre laquelle on est vacciné, mais contre une autre protéine qui est présente sur le virus. Donc, si les patients ou les donneurs de sang, je devrais dire, ont été positifs pour cette protéine-là, c'est bel et bien parce que le virus les ont infectés et non pas seulement qu'ils ont reçu le vaccin. Donc, ce serait environ, comme tu l'as dit, 27,8 % pour la période, on va dire, des fêtes, l'hiver. Mais on s'attend que ça augmente à presque une personne sur 3 avec BA2. Puis, plus important que ça, en termes de pourcentage, là, si on va à Montréal, chez les 18-40 ans, on parle de 70 % des personnes qui auraient été infectées. Là. C'est énorme. C'est assez spectaculaire, oui. On l'a vu avec Omicron, là, tout le monde a connu une ou des personnes dans son entourage qui étaient infectées. Donc, ces chiffres-là ne me surprennent pas, mais d'avoir un portrait de la situation, je pense que c'est intéressant là, que Emma Québec l'ait fait. Autre sujet maintenant, même si on est la pire province canadienne en termes de décès COVID, le Québec a connu une surmortalité moins importante que de nombreux pays. Et pour donner un exemple assez frappant, Patrick, surmortalité de 4,5 % au Québec par rapport à 18 % aux États-Unis. Aïe, aïe! Oui, les États-Unis, 18 %, l'Italie, 14,8 %, l'Espagne, 13 %, le Royaume-Uni, 10 %, 11 pour être précis. Ce sont des chiffres là, qui font peur. Là. Donc, une surmortalité. Donc, expliquons c'est quoi la surmortalité. C'est, disons, les projections gouvernementales là, du nombre de décès qui devraient survenir dans une année. Puis là, on tient compte de plein de facteurs. Là. Donc, les gens qui, statistiquement, vont mourir, par exemple, de maladies cardiaques, d'accidents de la route, de cancer, de ci, de ça. Donc, nous, la COVID a causé une surmortalité. Donc, par rapport au nombre de personnes qu'on avait, disons, prévu à peu près statistiquement qui allaient mourir, c'est 4,5 % de plus. Donc, c'est quand même assez important. Mais si on se compare aux États-Unis, qui font les mêmes exercices, là, c'est 18 % de plus. Là, c'est énorme. On le voit aux États-Unis, là, il y a plusieurs des millions de morts. Là, donc, c'est plusieurs États où il y avait à peu près pas de mesures. Là. Je pense à la Floride, entre autres. Les gens disaient, pourquoi en Floride, là, on peut faire ce qu'on veut, puis ici, il y a plein de mesures. Bien là, on voit les résultats probablement. Là. Oui, il y a ça. Puis, il ne faut pas oublier l'État de New York là, qui a goûté assez solide aussi là, en début de pandémie, un peu comme nous. Là. Donc, tout ça fait en sorte là, que la mortalité est plus importante, puis même beaucoup plus que ce que nous, on a vécu, même si, on l'a dit, là, au niveau canadien, on est la province là, qui est la plus endeuillée. Comment expliquer que des pays comme la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui ont même connu, Patrick, une baisse d'environ 3,5 % chacun du nombre de décès? Oui, ça, c'est assez particulier, mais ça s'explique. Pour se rappeler, donc, on parle d'îles dans ce cas-ci, donc on a pu exercer, disons, un meilleur contrôle là, au niveau des frontières et de l'arrivée de personnes potentiellement infectées. Ces pays-là, donc Nouvelle-Zélande et Australie, ont aussi eu des tactiques ou des stratégies là, vraiment très sévères de confinement, de dépistage et tout, donc ils ont eu un meilleur contrôle. Puis, en étant confinés aussi, on dit qu'il y a moins de déplacements, il y a moins de contacts, donc il y a peut-être moins de risques d'accident de la route ou quoi que ce soit. Donc, il y a eu vraiment une baisse
de mortalité ou de surmortalité. Donc, si on s'attendait, je vais prendre un chiffron, là, on va dire à 1000 morts, donc on en a eu beaucoup moins que ce qui était prévu. Donc, quelque part, on ne peut pas se plaindre de ça, c'est une bonne chose. Ouais. Mais c'est vraiment les conditions qui ont fait en sorte qu'on a pu avoir un chiffre plus bas. Puis si on revient au Québec aussi, si on regarde le nombre de morts, la surmortalité au Québec, c'est 6800 morts. Mais là, on regarde les chiffres, on dit, ben là, crime, il y a eu 15 000 morts dû à la COVID, puis on a juste une surmortalité de 6 400 environ. Ben ça, il faut comprendre que c'est malheureux, mais beaucoup des personnes qui sont décédées de la COVID étaient des personnes plus âgées. Il y a peut-être certaines personnes qui avaient des maladies chroniques qui étaient peut-être en fin de vie. Donc, il y a ce qu'on appelle le phénomène de moisson. Donc, il y a peut-être des personnes qui sont décédées quelques mois plus rapidement que ce qu'on leur avait donné comme espérance de vie. Oui. Donc, c'est pour ça que si on regarde les chiffres, là, la surmortalité à la COVID, c'est 6 400 et pas 15 000. Oui, même la grippe, hein, il n'y a pas eu de grippe pendant pratiquement 2 ans, puis on sait que des personnes très âgées avec des enjeux de santé importants, des maladies chroniques, vont parfois mourir de la grippe aussi. Là. Oui, effectivement. Les micro-organismes, là, on en parlait peut-être pas autant avant, mais ça entraîne là, des milliers de morts à chaque année au Québec, au Canada. Mais là, c'est vraiment dû à un micro-organisme en particulier. Mais avant ça, il y avait plein de micro-organismes, de virus, bactéries, là, qui causaient beaucoup de dommages quand même. Par ailleurs, on commence à avoir certaines données sur la fameuse COVID longue. Avant d'aller plus loin, Patrick, à partir de quand là, on parle d'une COVID longue? Là? Comment on la définit au juste? Oui, dans le fond, on parle de COVID longue après 1 mois. Donc, si après 1 mois après l'infection, vous avez encore des symptômes là, de fatigue, perte d'odorat, des maux de tête là, persistants, des choses comme ça. Difficulté respiratoire. Difficulté respiratoire, c'est ça. Donc, essoufflement, au moindre effort, des choses comme ça. Donc là, on parle vraiment de COVID longue. Donc, vous avez techniquement guéri du virus, mais il y a encore des effets secondaires, des trucs qui persistent dans votre corps. Donc, c'est vraiment après 1 mois là, qu'on parle de COVID. Donc là, on a une étude en provenance du Royaume-Uni qui nous indique que 7 à 9 % des personnes adéquatement vaccinées risquent de développer une COVID longue avec le variant Omicron. Si on n'est pas vacciné, à quel point le risque augmente? Ça augmente de beaucoup. Si on compare là, avant la vaccination, c'était environ 40 % des patients qui attrapaient une COVID longue avec les variants, là, les premiers virus. Dans le fond, les virus original, alpha et delta. Puis, ça peut monter jusqu'à 46 % par la suite là, avec les nouvelles variantes. Mais on voit que le vaccin va nous diminuer ça, et de beaucoup. OK? Et là, on parle au minimum de 2 doses du vaccin. Donc, ça a son impact. On le voit sur la COVID longue. Donc, ce sont des chiffres qui ne mentent pas. Mais quand on dit adéquatement vacciné, c'est encore 2 doses, techniquement, au moment où on se parle. C'est encore 2 doses, oui. Même la 3e dose aurait un effet, on va dire, un petit peu plus mitigé là, sur la COVID longue avec BA1, BA2, les nouveaux variants. Ça a un effet quand même, on s'entend positif, mais la 3e dose ne fait pas une si grande différence par rapport à la 2e dose. Et là, la 4e dose est maintenant disponible pour toute personne de 18 ans et plus. Si on n'a pas d'enjeu de santé particulier, est-ce que tu recommandes vraiment cette 4e dose à ce point-ci? Bien, surtout, on va dire, pour les personnes jeunes et en santé, là, techniquement, on a reçu, je m'inclus encore là-dedans, on va dire, notre 3e dose, c'est peut-être même pas 6 mois. Donc, on a encore une protection. Les mois de l'année les moins pires, on les vit présentement, ils commencent. On arrive finalement dedans. Oui. C'est ça, ça va encore circuler. On l'a vu en fin de semaine, là, on était pas mal plus dehors qu'à l'intérieur. Oh oui, bien c'est ça c'est parfait, c'est ça qu'on veut. On veut des espaces plus aérés, donc profitons-en de l'extérieur. Donc, peut-être pour ces personnes-là qui ont une santé un petit peu plus robuste, qui sont plus jeunes, puis moi, je vais être le premier à le dire. Par exemple, moi, je vais peut-être attendre plus à l'automne. J'ai eu ma 3e dose là, au cours de l'hiver. Donc, ma 4e, je vais peut-être la prendre à la rentrée. Donc, moi, je m'attends à ce que la rentrée scolaire se fasse sans masque, peut-être même au cégep à l'automne prochain, parce que nous, on a encore nos masques là, présentement. Donc, peut-être que ce sera des environnements, encore une fois, plus propices à la contagion, à la transmission. Donc là, peut-être j'irai chercher un petit booster là, de 4e dose, mais pour l'instant, là, c'est peut-être pas la panique, là, c'est pas... OK, mais mettons, là, 55 ans avec une bonne bédaine, là, pas nécessairement de maladie chronique confirmée, mais tu sais, là, un peu dans bon point, 55 ans, on peut s'attendre ou on est mieux d'y aller? Bien, si ça fait plus de 6 mois que vous avez reçu votre 3e dose,
ça pourrait valoir la peine. Okay? Parce qu'on sait que le virus, encore une fois, Omicron, se transmet beaucoup plus facilement. Donc, si on a des conditions médicales qui font en sorte qu'on est plus vulnérable, puis on commence à les connaître, ces fameuses conditions-là. Tu as parlé de surpoids, l'âge, problèmes respiratoires, diabète. Donc, clairement, ces personnes-là, ça peut valoir la peine si ça fait plus de 6 mois. Il faut aussi tenir compte, si jamais vous avez déjà été infecté, une infection, c'est un contact avec le virus. Donc, que ce soit un vaccin ou l'infection, il faut attendre encore peut-être 6 mois par la suite. Donc, si vous venez d'avoir une infection, n'allez pas chercher votre 4e dose tout de suite. Attendez quelques mois pour la recevoir parce que, dans le fond, vous avez été... votre système immunitaire a été stimulé par le virus et non pas le vaccin, ce qui revient pratiquement au même. Écoute, donc, tu viens de parler de 6 mois. Là. En fait, l'efficacité des vaccins contre la COVID dure à peine entre 3 et 6 mois. C'est pas beaucoup par rapport à la plupart des autres vaccins. Pourquoi? Oui. Il y a plusieurs facteurs, mais le principal, c'est vraiment, on va dire, l'évolution, les changements du virus. Si on prend je vais prendre des vaccins classiques, là, on a des vaccins contre je cherche mes exemples. La rougeole, mettons. Là. La rougeole, nouvellement la varicelle aussi. Donc, ce sont des virus qui évoluent peu ou pas. Donc, on garde une immunité à plus long terme et on est souvent, par exemple, en contact avec ces virus-là sans le savoir. Donc, on restimule notre système immunitaire, puis, bon, on maintient une immunité là, pratiquement toute notre vie. Même principe, là, si on regarde les infections là, pour le tétanos, on en a pour 5-10 ans, puis on est correct. Donc, le virus qui arrive avec la COVID, c'est que le virus évolue, développe des changements, des modifications dans son ARN, donc dans son génome, et ces modifications-là génétiques ont un effet sur la structure de la protéine. Donc, si nos anticorps ne reconnaissent pas ou peu la nouvelle protéine, l'efficacité va être moindre. Et nous, pour l'instant, on a encore des vaccins qui ciblent la protéine originale, et cette protéine-là, on le sait, elle a évolué avec les différents variants. Delta, on était encore correct, mais là, Omicron, oui, on a une protection, mais elle est moindre. Donc, c'est vraiment le virus là, qui change. Et on sait aussi que les coronavirus, dans leur ensemble, entraînent une réponse immunitaire moins robuste. OK, mais la COVID-19, là, est-ce que ça va toujours évoluer rapidement comme ça ou c'est parce que c'est relativement nouveau que ça mute autant? Les mutations risquent de continuer, mais ce qu'on risque de voir, c'est une espèce de stabilisation dans les protéines d'intérêt. Parce que si la protéine, justement, la protéine S, là, qui est celle qui cible nos cellules, si elle mute trop, si elle change trop, éventuellement, elle pourrait ne plus reconnaître sa cible, donc nos cellules. Donc, jusqu'à un certain point, on serait quasiment content. Mute, puis après, on va avoir la paix. Donc, il risque d'avoir une stabilisation parce que les mutants, parce qu'il y en a des mutants qui deviennent inefficaces, donc ils disparaissent d'eux-mêmes. Donc, si c'était ce qui se produisait, la COVID disparaîtrait, mais les chances sont que le virus, s'il veut survivre, dans le fond, va maintenir certaines structures un petit peu plus stables, même si ça se fait de façon aléatoire, vous allez me dire, là. Mais pour que le virus puisse fonctionner, il doit encore pouvoir reconnaître nos cellules cibles. Donc, ça risque de se stabiliser un petit peu, mais on va voir de la COVID et des variants là, pour le restant de nos jours, mais peut-être pas des variants qui feront en sorte qu'on va confiner, qu'on va devoir tout fermer le secteur de l'économie pour se protéger. Donc, on attend le super vaccin qui n'est pas encore arrivé. Super vaccin contre la COVID, contre la grippe aussi, parce que la grippe aussi évolue. Donc, si on finit par trouver des vaccins qui sont universels contre, disons, tous les variants possibles, là, ça serait vraiment une avancée technologique importante. C'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose sur lequel les compagnies travaillent, donc il faut se croiser les doigts pour que ça arrive le plus rapidement possible pour éviter qu'on se fasse vacciner là, à tous les 6 mois. Ça fait 2 ans qu'ils sont croisés, mes doigts, Patrick. J'ai rendu de l'arthrite dans les doigts à force de les croiser. Merci, bonne semaine, Patrick. Salut, LP. À bientôt. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.